Bonjour à tous, bienvenue dans le décryptage de RTI présenté aujourd'hui par Sasa. Nous poursuivons notre série sur le portefeuille d'identité numérique taïwanais qui a été lancé en décembre dernier. Après avoir évoqué jeudi dernier ses fonctionnalités, aujourd'hui nous nous penchons sur son architecture technique et sur les risques potentiels en matière de confidentialité, de surveillance et de sécurité des données. Selon le ministère du numérique qui pilote ce projet, le portefeuille d'identité numérique taïwanais est sûr et pratique. C'est ce qu'explique Hao En, représentant du ministère venu participer au sommet GovZero en mai dernier. Je pense que l'architecture globale de ce système vise à faire en sorte que les données ne soient pas la propriété du gouvernement, de telle ou telle institution ou entreprise privée, mais qu'elles reviennent aux gens. Les normes essentielles sur lesquelles repose ce projet sont le DID, Decentralized Identifiers, et les Verifiable Credentials, identifiants vérifiables. Mais nous espérons aussi que cela respecte les droits humains. Même si pour le moment, ce portefeuille d'identité numérique taïwanais permet principalement d'accéder à deux services, la location de voitures et le retrait de colis prépayés dans les commerces de proximité, à terme, il est amené à contenir de nombreux autres documents, par exemple les diplômes pour prouver ses qualifications, les cartes d'étudiants pour pouvoir entrer sur le campus, la carte de bibliothèque pour emprunter des livres, ses billets de concert, etc. Cet outil peut aussi potentiellement permettre de prouver l'âge de l'utilisateur. Le portefeuille d'identité numérique européen intègre également les données et justificatifs de sécurité sociale, ce qui n'est pas envisagé pour le moment à Taïwan, et dans les pays de l'Union européenne, ces portefeuilles pourraient être reliés à l'euro numérique qui devrait être émis par la Banque centrale à partir de 2029. Selon les autorités, tout cela devrait rendre la vie plus pratique tout en étant sécurisé. Or, comme l'a rappelé la semaine dernière Zhou Guanzhu, de l'Association taïwanaise pour les droits humains, malgré les appels de la société civile en ce sens, à Taïwan, aucun cadre légal spécifique n'a été mis en place avant le lancement du portefeuille d'identité numérique, bien qu'il comporte plusieurs risques. En outre, Taïwan n'est pas encore doté d'une agence indépendante de protection des données, celle-ci n'en est qu'au stade d'un bureau de préparation. Alors, comment être sûr que ce système et la manière dont il évoluera respectent les droits humains, notamment la vie privée, et qu'il est réellement sécurisé contre les fuites de données? En l'absence de cadre juridique clair, cela repose sur la bonne volonté du gouvernement. Le ministère du numérique assure que l'architecture technologique qu'il a mise en place permet de minimiser les risques. Denken, ingénieur logiciel, consultant sur ce projet, rappelle que le ministère du numérique ne centralise pas les services. Il a plutôt bâti une architecture que différents ministères et acteurs du secteur privé peuvent rejoindre. En outre, il souligne que Taïwan a cherché à s'aligner sur les normes internationales. Le ministère est membre du W3C. Le World Wide Web Consortium, dont le rôle est de créer les normes de l'Internet, compte plus de 300 organisations membres, dont des centres de recherche et les GAFAM, les géants du numérique. On écoute Duncan. Au sein du W3C, des architectes de l'identité sur Internet ou architectes de normes travaillent actuellement à définir leurs objectifs. Taïwan, par exemple, développe une identité auto-souveraine. C'est plutôt un modèle d'identité décentralisée. Ils ont établi des principes pour vérifier si ce système d'identité numérique respecte les droits humains. Plus précisément, l'un des principes qui sous-tend l'architecture du portefeuille d'identité numérique taïwanais est la décentralisation de la gestion des données, basée notamment sur la blockchain pour la liste de confiance, mais aussi le fait que les données ne sont pas stockées dans des bases de données. Cela minimise donc le risque de fuite de données qui se sont avérées très graves ces dernières années, autant en France qu'à Taïwan. La vérification de l'identité ou des justificatifs d'âge ou de compétences s'effectue directement sur le téléphone portable sans avoir à relier une base de données. Les données biométriques telles que les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale qui sont nécessaires pour télécharger l'application et lorsque l'on veut partager les données sont aussi stockées sur le téléphone. Par ailleurs, la technologie Zero Knowledge Proof, preuve à divulgation nulle de connaissances, permet de prouver à un tiers qu'une information est vraie, par exemple le fait d'avoir plus de 18 ans, sans pour autant exposer l'intégralité de sa pièce d'identité.
Enfin, le portefeuille d'identité numérique taïwanais repose aussi sur la cryptographie, qui permet de protéger les informations en les rendant illisibles pour les personnes non autorisées. Ce modèle décentralisé choisi par Taïwan est à mettre en regard des autres modèles existants. Il y a ce qu'on appelle une identité centralisée, une identité fédérée et une identité décentralisée, celle que nous utilisons. Il est important de faire la distinction. Une identité centralisée implique un système centralisé de vérification qui permet de connaître l'identité de la personne qui agit. C'est le système le moins sûr qui est probablement utilisé par les banques. Et puis, il y a l'identité fédérée, ce qui signifie qu'un fournisseur d'identité aide l'utilisateur à s'identifier. Par exemple, quand Google ou Facebook permet de se connecter à un autre site en utilisant votre connexion à ces plateformes. Le problème, c'est qu'il y a un service intermédiaire qui gère l'identité de l'utilisateur et qui a déjà accès à ses activités en ligne. C'est ce qui a provoqué le scandale Cambridge Analytica. Facebook contrôle les données de navigation et les partageait via Cambridge Analytica. Il y a donc un problème de confidentialité. Enfin, le modèle décentralisé. Il s'agit de construire une couche supplémentaire appelée registre de données vérifiables. On y met uniquement les informations nécessaires et nous veillons à ce que, lorsqu'un titulaire envoie des documents au vérificateur, seules les deux parties concernées en soient informées. L'émetteur n'en a pas connaissance. Aucun autre tiers n'y a accès. Selon Denken, le système est donc similaire à celui utilisé pour les documents physiques. Par exemple, si je présente mon permis de conduire pour louer une voiture, seule l'entreprise de location et moi aurons accès à mon permis et le gouvernement ne saura pas que je loue une voiture. Dans le cas du portefeuille d'identité numérique, en théorie, c'est pareil. Selon les normes du W3C, l'architecture de ce portefeuille est tripartite. Premièrement, l'émetteur de la preuve numérique d'identité, par exemple le gouvernement, une université ou une banque. Deuxièmement, le détenteur, c'est-à-dire l'utilisateur du portefeuille qui stocke les attestations de manière chiffrée dans son téléphone portable et en contrôle le partage. Il ne partage que les données strictement nécessaires sans révéler le reste de ses données personnelles. C'est le principe de la divulgation sélective. Troisièmement, le vérificateur, l'entité qui reçoit et vérifie cryptographiquement l'attestation, ce qui va permettre à l'utilisateur d'obtenir un service. Bien sûr, en réalité, c'est un petit peu plus complexe. En fait, il y a un quatrième élément important, le registre de données vérifiables. Parce que quand on partage une preuve officielle, encore faut-il vérifier que ce document est valide, qu'il n'a pas été révoqué. Donc, entre l'émetteur et le vérificateur, un système permet de consigner les identifiants décentralisés et les clés cryptographiques et de gérer les données nécessaires à la vérification des identifiants et de leur statut. Ce registre peut prendre plusieurs formes, une base de données gouvernementale, des registres distribués ou encore être basé sur une blockchain. Taïwan et l'Union européenne ont plutôt opté pour une blockchain publique. Ce registre est basé sur des sources de confiance pour valider l'origine des données qu'il enregistre. C'est là qu'interviennent les prestataires de services de confiance qualifiés, des entreprises spécialisées dans l'horodatage et les signatures électroniques par exemple, qui ont été validées par les gouvernements. Tout cela paraît parfait, mais le diable est toujours dans les détails. Commençons d'abord par nous pencher sur ce registre de données vérifiables. J'ai demandé à Denken par qui il était géré. C'est un sujet qui n'a pas encore été abordé en détail. En effet, nous gérons la liste de confiance en parallèle. Donc, d'autres technologies sont encore nécessaires pour s'assurer que ce registre de données, où les opérateurs de la liste de confiance, ne soient pas des points de contrôle centralisés. Mais alors à Taïwan, qui gère le registre de données vérifiables ? Pour l'instant, c'est le ministère du numérique. Et il doit donc prouver que, même s'il gère le registre de données ou la liste de confiance, d'autres technologies existent pour garantir que le ministère ne peut pas vraiment savoir quel utilisateur se connecte à quel fournisseur de services. Par exemple, le ministère ne peut pas vérifier les données du registre en temps réel, mais seulement de temps en temps, et il ne devrait pas avoir de détails sur quel utilisateur se connecte à quel fournisseur de services.
Il y a donc certains problèmes de confidentialité et de conception du système dont il faut tenir compte. Le but ultime, c'est de ressembler au système physique dans lequel seul le détenteur et le vérificateur ont accès aux données. Dans le cas où ce ne serait pas le ministère qui gère le registre de données vérifiables, ce serait qui alors? Des entreprises? Prenons l'exemple des noms de domaine. Actuellement, ce n'est pas géré par les gouvernements, mais par une organisation internationale appelée ICANN. Cet organisme désigne différentes organisations dans chaque pays pour gérer ce registre. Le système de portefeuille d'identité numérique décentralisé est similaire. La gestion ne devrait pas être assurée par le gouvernement. Je pense que le ministère du numérique prévoit également de mettre en place ce système à long terme. En effet, les gouvernements préfèrent généralement ne pas détenir d'informations personnelles ni de bases de données. Ils préfèrent définir la réglementation et les règles et laisser le soin à d'autres organisations de gérer cela. La transparence sur le code source est également un élément important. Toutefois, comme nous l'avait dit Zhou Guanzhu de l'association taïwanaise pour les droits humains la semaine dernière, le gouvernement taïwanais ne l'a pas entièrement dévoilé. Les précisions de Duncan. Le portefeuille d'identité numérique est probablement l'un des plus grands projets de code public à Taïwan. Mais il faut reconnaître que le code n'est pas encore entièrement publié. Quant aux autres ministères, ils ne prévoient rien concernant le code public pour le moment. Mais pourquoi le code du portefeuille d'identité numérique n'est pas entièrement publié? C'est le rapport de force entre le fournisseur et le gouvernement. Si le code source n'est pas totalement rendu public, c'est parce que le fournisseur a un pouvoir de décision très important dans le processus de marché public. À Taïwan, seules quelques grandes entreprises sont capables de fournir au gouvernement les systèmes d'information. Ils ont une grande influence et ne souhaitent pas rendre leur projet open source. Je ne peux pas en dire plus. Il s'agit en réalité d'un équilibre à trouver entre les fournisseurs et le gouvernement. J'espère que le code pourra être entièrement rendu public prochainement. Mais pour l'instant, les autorités ne sont pas incitées à le faire. Autre point important, toutes les entreprises qui doivent vérifier les documents, par exemple les commerces de proximité, les agences de location de voitures, etc., n'ont pas la capacité d'établir un système de vérification numérique sûr et efficace. Ainsi, elles ont tendance à recourir à des intermédiaires. Cela permet aussi des économies d'échelle. Or, l'externalisation des services de vérification concentre ce service entre les mains d'un petit nombre d'entreprises prestataires certifiées. En l'absence de législation, comment s'assurer que ces entreprises ne croisent pas les informations de connexion et d'authentification entre elles pour faire du profilage? C'est la raison pour laquelle Warren Liu, chercheur en sciences sociales qui a participé à un groupe de réflexion sur le portefeuille d'identité numérique, préconise d'inscrire dans la loi taïwanaise le principe de non-traçabilité et de non-corrélation appelé « unlinkability » en anglais. Il s'agit de garantir qu'il est impossible de relier plusieurs authentifications ou transactions d'une même personne afin de prouver qu'elles proviennent d'un même utilisateur. En effet, le portefeuille d'identité numérique permettra à terme de prouver son identité, son âge, ses compétences, si l'on a un permis de conduire, etc. Il permettra d'accéder à certains lieux, d'obtenir certains services, et il sera probablement lié un jour à notre compte bancaire. Même si cela est anonymisé, le fait qu'une entreprise ou que le gouvernement puisse croiser les informations sur ce qu'une personne a fait grâce à cet outil permet plus facilement de retrouver son identité ou bien permet de connaître les habitudes de l'individu en question, ce qui ouvre la voie à une forme de profilage, voire de surveillance indirecte. C'est ainsi que la technologie Zero Knowledge Proof, mise en avant par les gouvernements, n'est pas garante à elle seule de la protection de la vie privée. Warren espère aussi que Taïwan inscrira dans la loi l'obligation de minimisation des données, le fait de ne pas demander plus d'informations sur la personne que le strict nécessaire. Un souhait que partage Zhou Guanzhu de l'association taïwanaise pour les droits humains, car en raison des fraudes en ligne très répandues à Taïwan, les entreprises ont tendance à demander de plus en plus de preuves d'identité.
Selon notre association, même si ces services sont sur une base volontaire, il est nécessaire que cela soit régi par des lois ou des réglementations pour protéger les droits fondamentaux. En effet, avec ce nouvel outil, des opérateurs de services qui auparavant n'exigeaient pas une vérification d'identité poussée pourraient être tentés de demander de plus en plus d'informations aux consommateurs. À ce sujet, nous avons proposé de nous inspirer de ce que préconise l'association autrichienne Epicenter Works. Tous les acteurs souhaitant utiliser ce portefeuille numérique pour la vérification d'identité devraient au préalable décrire les services qu'ils fournissent, quelles données personnelles ils souhaitent collecter et à quelle fin. Le gouvernement devrait alors vérifier la conformité avec le principe de minimisation des données, plutôt que de se décharger de cette responsabilité sur les utilisateurs. Le ministère du numérique met en avant le fait que, comme c'est l'utilisateur qui choisit ce qu'il veut bien fournir comme document, cela garantit la minimisation des données. Mais en réalité, la minimisation des données, ce n'est pas ça. C'est l'obligation du fournisseur de services d'exiger juste le niveau nécessaire de vérification et pas plus. Le terme « minimisation des données » n'existe pas dans la législation taïwanaise, mais notre loi sur la protection des données personnelles exige que la collecte, le traitement et l'utilisation des données personnelles répondent à une nécessité. C'est l'entité qui exige et utilise ces données qui devrait le justifier. Prenons l'exemple d'un service de location de voitures. L'entreprise devrait adresser au ministère ou à une future autorité de protection des données la liste des documents nécessaires pour ce service. Le ministère ou l'autorité devrait vérifier si cela répond bien aux exigences minimales en matière de documents ou à ce qui est juridiquement nécessaire. Pour faire face à tous ces défis, effectuer des audits réguliers et indépendants dont les conclusions sont rendues publiques est le point le plus important selon Warren. Donc la vraie question à débattre, selon moi, c'est de savoir si l'on peut avoir un véritable audit par un tiers. Si toute infrastructure de sécurité de l'information, publique ou privée, peut être efficacement auditée par un tiers indépendant, elle sera sécurisée. Un audit permettrait par exemple de vérifier qu'il n'y a pas de code malveillant ou de porte dérobée dans le portefeuille ou dans ses extensions qui enverraient secrètement certaines traces numériques. Cela permettrait aussi de vérifier que la blockchain est utilisée à bon escient sans que des fonctions de suivi soient installées par les gouvernements sur certains de ces nœuds. Actuellement, le gouvernement taïwanais collabore avec KPMG sur le projet de portefeuille d'identité numérique. Il s'agit d'un des plus grands cabinets de conseil et d'audit au monde. J'ai demandé à Warren s'il y avait un risque que le portefeuille soit audité non pas par une structure indépendante, mais par KPMG qui pourrait se trouver en position de conflit d'intérêts. C'est effectivement très dangereux. Mais généralement, lorsqu'on examine ces systèmes, ce qui nous paraît le plus dangereux, c'est qu'ils prétendent être sûrs, qu'il s'agisse de systèmes publics ou privés. Ils prétendent posséder des certifications ISO ou des certificats de cybersécurité. Cela ne résout aucun problème, car la situation en matière de sécurité de chaque système est différente et les éléments à vérifier varient. De nombreux gouvernements et entreprises, quel que soit le pays, utilisent souvent cette formule pour se donner bonne conscience, jusqu'à ce qu'un pirate informatique parvienne à s'introduire dans le système. La norme minimale établie par les experts compétents est qu'on ne peut pas se contenter de cela. Il faut permettre à des inspecteurs volontaires de vérifier l'intégralité du système pour s'assurer qu'il fonctionne comme prévu, ne présente aucune anomalie ou ne fait rien d'autre. À mon avis, c'est ce troisième point qui est le plus important, que le système ne fasse rien d'autre que ce pour quoi il était prévu. Mais la plupart des institutions qui mettent en place ces systèmes ne permettent pas un audit externe totalement indépendant. On imagine aisément pourquoi. Comme l'a souligné Warren, la surveillance indirecte est un risque, mais les fuites de données en sont un autre.
Taïwan et la France sont parmi les pays les plus touchés au monde par les cyberattaques. On pense par exemple aux fuites de données de 12 millions de comptes de l'Agence nationale des titres sécurisés en avril dernier en France. Mais Taïwan a connu des problèmes similaires. Selon les autorités, la cryptographie et la décentralisation de l'architecture protègent du risque de piratage des données. Mais la cybersécurité est une succession d'attaques et de défenses. La technologie évolue et les pirates informatiques s'y adaptent de manière créative. C'est la métaphore de l'épée et du bouclier. Les gouvernements sécurisent les infrastructures, tandis que les pirates trouvent de nouvelles méthodes. D'où l'intérêt de faire régulièrement des tests d'intrusion. Qu'en pense Denken, ingénieur logiciel consultant sur le projet de portefeuille d'identité numérique taïwanais? Étant donné que je suis expert en cybersécurité, je dirais qu'on peut avoir un Internet et une infrastructure aussi sûrs que possible grâce à différentes mesures architecturales. Au final, tout est vulnérable. Mais il y a une chose très difficile à briser, les mathématiques. Si nous utilisons la cryptographie, notamment la preuve à divulgation nulle de connaissance, Zero Knowledge Proof, et ce que nous appelons chiffrement ou signature symétrique, c'est parce que le principe mathématique de ce système garantit que, même avec toute la puissance de calcul mondiale, un pirate informatique pourrait mettre des millions d'années à le déchiffrer. C'est pourquoi nous le considérons comme sûr. Il s'agit donc d'un compromis basé sur la sécurité du système. N'y aura-t-il vraiment aucun risque de piratage? Au cas où cela se produit, quelle autorité sera responsable de la sécurité des données en l'absence d'une agence indépendante de protection des données à Taïwan? Que ce soit sur les risques de surveillance indirecte ou sur les risques pour la sécurité des données, faudra-t-il attendre qu'un problème surgisse pour que les autorités taïwanaises légifèrent? L'avenir le dira. Par ailleurs, il me vient à l'esprit une autre vulnérabilité potentielle. Que se passe-t-il si, tout simplement, on se fait voler son téléphone portable? Selon Warren, pas de panique, voici quelques-unes des méthodes les plus sécurisées actuellement disponibles. Fingerprint hash in your equals secure element. Le hachage d'empreintes digitales dans l'élément sécurisé. Il s'agit d'un composant matériel spécial à l'intérieur du téléphone. Ce matériel est conçu de telle sorte qu'une fois votre empreinte digitale enregistrée, elle ne peut plus être récupérée. Elle ne sera plus qu'une chaîne unique de caractères aléatoires. Cet élément sécurisé est spécifiquement conçu pour qu'il ne puisse pas être transmis vers l'extérieur. Tant qu'il ne peut pas être transmis vers l'extérieur, personne ne peut connaître votre empreinte digitale. À moins que votre téléphone ne soit compromis. Non, les éléments sécurisés sont quasiment impossibles à compromettre. De nombreuses technologies actuelles, comme Face ID, fonctionnent ainsi. Il existe aussi ce qu'on appelle un passkey, utilisé notamment au Royaume-Uni. C'est un mécanisme de verrouillage entre des machines. La machine A possède une clé qui déverrouille la machine B. C'est ce qu'on appelle une clé d'accès. Il existe aussi une autre approche, comme un authentificateur, qui peut empêcher le vol de vos données. Et puis, il y a la clé YubiKey, la plus complexe. Ça ressemble à une clé USB qui est liée à votre identité par empreinte digitale. Ces méthodes garantissent que les voleurs ne peuvent pas la voler. Selon Denken, il est normal qu'au début, toute technologie suscite des préoccupations, mais avec le temps, elle devient plus mature. Par exemple, pourquoi autrefois nous sentions-nous en sécurité pour faire des achats en ligne en tant que particuliers? Au début d'Internet, il n'y avait pas de connexion sécurisée. En réalité, il n'y avait aucun chiffrement. Donc, chaque fois qu'on saisissait nos informations personnelles ou numéros de carte bancaire, ces données pouvaient être interceptées par des personnes mal intentionnées. Ce n'est que par la suite que le protocole HTTPS, la connexion sécurisée, a été inventé pour garantir plus de sécurité. Puis le commerce en ligne s'est développé. Ces technologies prennent du temps à mûrir et à gagner la confiance du public.
Je pense qu'il en sera de même pour l'identité numérique. Il faut quand même noter que ce qui a considérablement changé depuis la création du HTTPS, c'est le pouvoir immense qu'ont aujourd'hui les GAFAM, les géants du numérique. Comme l'expliquait Michael Veal, professeur de droit des technologies à l'Université de Londres, qui a récemment participé à des conférences à Taïwan, la marge de manœuvre des gouvernements face aux GAFAM est limitée. D'un côté, les gouvernements espèrent que les GAFAM vont collaborer, mais les portefeuilles d'identité numérique sont une forme de concurrence pour leurs services. Et parfois, les gouvernements ont tendance aussi à collaborer avec les GAFAM. En plus, les justificatifs d'identité sont stockés de manière cryptée sur des téléphones portables. Or, l'iPhone, c'est Apple et Android, c'est Google. Leur coopération est donc indispensable dans le cadre du portefeuille. Mais les GAFAM répondent avant tout au gouvernement américain, comme l'a montré la suspension par Microsoft du compte de messagerie professionnelle de Karim Khan, alors procureur général de la Cour pénale internationale, à la suite des sanctions imposées par l'administration américaine en réaction au mandat d'arrêt contre des dirigeants israéliens. Duncan a aussi réfléchi à la question des relations avec les plateformes. Nous essayons, moi y compris, d'éviter toute possibilité de surveillance de masse, car les risques d'abus sont très élevés. Et même en ne faisant rien, les grandes plateformes nous demandent déjà des pièces d'identité officielles. Par exemple, lorsque j'essaie de créer un compte Thread sur Meta, on me demande généralement de lier mon numéro de téléphone. Je pense que c'est important de préserver son anonymat en ligne. Nous essayons de demander au gouvernement d'obliger les grandes plateformes numériques de ne pas demander de pièces d'identité officielles, sauf raison valable. Et si les grandes plateformes veulent s'assurer que vous n'êtes ni un robot ni un faux compte, elles peuvent demander le moins d'informations personnelles possible. Le portefeuille d'identité numérique peut alors leur servir de solution. Si nous voulons que le gouvernement impose des lois ou des exigences en matière de protection de la vie privée aux grandes plateformes technologiques, nous leur proposons également des outils pour préserver la confidentialité de leurs données. En tout cas, tout au long de ce décryptage, nous avons vu que la protection de la vie privée et la sécurisation des données personnelles est un enjeu très important pour les portefeuilles d'identité numérique et que même avec de bonnes intentions, le diable est dans les détails. Selon Warren, un portefeuille gouvernemental est sûrement préférable à une gestion de l'identité et de nos documents par les géants du numérique, mais à condition qu'il y ait suffisamment de garde-fous dans la loi et dans l'architecture du système. Lors du sommet GovZero, le grand rendez-vous des hackers civiques organisé à Taipei en mai dernier, les échanges entre le ministère du numérique et le public étaient parfois houleux sur ces questions. Quelqu'un dans le public a même suggéré que ce portefeuille devrait être obligatoire pour tous les employés du ministère du numérique. Cette proposition peut faire rire, mais selon cette personne, ce serait une manière de faire en sorte que les concepteurs du portefeuille fassent vraiment très attention à chaque détail qui peut potentiellement être une faille dans le système. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de détails. Je comprends donc que certaines personnes n'utilisent pas ce système car il n'est pas encore suffisamment mature. Tous les détails n'ont pas été présentés de manière suffisamment transparente. Pour ma part, je souhaite m'assurer que le code source soit ouvert afin que les problèmes puissent être abordés, discutés ouvertement et que nous puissions faire avancer les choses. C'est ma contribution. Je dirais donc que l'identité numérique en général, et surtout autosouveraine, a notamment pour objectif d'éviter autant que possible la surveillance. Nous verrons donc ce qu'il en sera dans les prochaines années. Le code source sera-t-il entièrement rendu public ? Y aura-t-il des audits indépendants ? Les hackers civiques et les associations de protection des droits humains continueront à suivre ces questions de près. Nous arrivons déjà à la fin de ce décryptage. Nous avons vu qu'en parallèle des avantages mis en avant par le gouvernement, les risques de surveillance indirecte et en matière de sécurité des données ne sont pas à prendre à la légère. Il existe des garde-fous, mais il faudrait qu'ils soient inscrits dans la loi sous forme de principe et également respectés dans l'architecture technique du système, ce à quoi il faudrait ajouter des audits indépendants. Mais malgré tout cela, il y a encore d'autres risques.
une obligation d'utilisation de ce portefeuille d'identité numérique et les éventuelles discriminations que cela pourrait engendrer. Nous nous pencherons sur ces questions la semaine prochaine. En attendant, si vous avez envie d'approfondir le sujet, vous trouverez plusieurs liens sur la page internet de ce décryptage sur notre site de Radio Taïwan International. À la semaine prochaine!